législatives au Sénégal, l'intercoalition de l'opposition et d'autres candidats intensifient leur campagne dans le but de convaincre l'électorat. Les détails dans un instant. La mission des Nations Unies au Mali conclut son processus de liquidation un an après la cessation de ses opérations. Avec la fin de cette période de liquidation, la page de la MINUSMA est donc tournée au Mali. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Journal international. À Dakar, une intercoalition de l'opposition réunit Samsa Kadou, Jamak Njarin d'Amadouba et Takoualou de Macky Sall pour tenter de convaincre les électeurs alors que la campagne se termine ce vendredi. Si l'ancien président fait campagne depuis le Maroc, ses équipes et colistiers sont bien présents sur le terrain. Une caravane a parcouru la banlieue de la capitale jeudi soir. À chaque arrêt du convoi, des t-shirts ou des pancartes avec le visage de Macky Sall sont brandis par la foule. Étant donné que la campagne se termine ce vendredi, c'est l'ultime opportunité pour les candidats de rallier les électeurs à leur cause. Lamine, lui, votera Takoualou dimanche, car il se désole de voir le PASTEF au pouvoir. On a fait une grosse erreur en votant pour cette coalition. On n'a fait que 7 mois, mais le pays aujourd'hui vit une situation très difficile sur tous les fronts, estime-t-il. Pour Abdourafoun Touré, responsable départemental de Takoualou, cette élection est une façon de remettre le pays sur le bon chemin. L'objectif, c'est la restauration de la trajectoire de développement économique et social du Sénégal. Nous demandons à la jeunesse sénégalaise de voter pour l'expérience et le vécu. Selon lui, le vécu est bien entendu incarné par Macky Sall, tête de liste des chefs de l'État de 2012 à mars dernier. Et le fait que le parti de l'ex-président l'APR ait perdu le scrutin présidentiel est un non-sujet pour Fabineta Ndiaye, numéro 2 sur la liste. Tout le monde réclame Macky Sall selon elle. L'objectif affiché est de réconcilier les Sénégalais et travailler pour eux, selon le numéro 2. On demande que l'opposition ait une majorité absolue à l'Assemblée nationale pour pouvoir accompagner le gouvernement. Nous ne sommes pas là pour bloquer le gouvernement, conclut-elle. C'est notamment dans cet objectif que Takoualou a rejoint la large intercoalition de l'opposition lors du scrutin. La mission des Nations Unies au Mali a cessé d'opérer il y a près d'un an, le 31 décembre 2023. Depuis cette date, la MINUSMA ne disposait plus de mandat et ne menait plus d'activité. Certaines équipes étaient pourtant toujours présentes au Mali pour le processus de liquidation de mission consacré aux dernières étapes logistiques et administratives. Ce processus devait prendre fin le 31 décembre 2024. Il sera finalement officiellement conclu avec un peu d'avance ce vendredi 15. Les autorités maliennes de transition récupèrent aujourd'hui le vaste camp de la MINUSMA à Bamako sur la route de l'aéroport. Le dernier après la rétrocession de celui de Gao en juillet. La MINUSMA avait quitté tous les autres dès 2023. Ces derniers mois ont été consacrés au transfert d'équipements vers les pays contributeurs ou vers d'autres missions onusiennes dans le monde, ainsi qu'à la clôture des contrats et des comptes financiers. La MINUSMA a compté plus de 15 000 personnels militaires et civils. Les non-maliens avaient pour l'essentiel déjà quitté le pays l'année dernière. L'entité en charge de la liquidation de la mission indique à RFI que quelques dizaines d'internationaux sont toujours au Mali et qu'ils auraient quitté le pays progressivement avant la date butoir du 31 décembre. Avec la fin de cette période de liquidation, la page de la MINUSMA est donc définitivement tournée. Après 10 ans de présence, son départ avait été exigé par les autorités maliennes de transition qui estimaient que les casques bleus ne sécurisaient pas suffisamment le pays et qui reprochaient également à la mission onusienne ses rapports sur les restrictions des libertés publiques ou sur les exactions de l'armée malienne et de ses partenaires, à savoir le groupe Wagner. Des travaux considérés par Bamako comme une instrumentalisation des droits humains. 2 semaines après un sommet entre le chef d'État de la RDC et celui de l'Ouganda, le 30 octobre 2024 à Entebbe, responsables militaires congolais et ougandais ont fait un point sur l'opération conjointe Shuja, chargée depuis bientôt 3 ans de lutter contre le mouvement armé Allied Democratic Force qui sévit dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. On se dirige vers une poursuite de l'opération conjointe.
Le mandat devrait sans surprise être renouvelé, confie un des participants aux rencontres de ces 2 derniers jours. Sur le terrain, pas de révolution attendue. Il faut raffermir les relations pour traquer l'ennemi, détaille notre source. Une réunion qui s'est tenue dans une ambiance cordiale entre les militaires des 2 pays qui partagent un satisfecit des résultats de l'opération Souja depuis presque 3 ans maintenant. Un intense balai militico-diplomatique avait eu lieu ces dernières semaines entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Depuis le 13 novembre 2024, à Kinshasa, les militaires congolais et leurs homologues ougandais se sont réunis pour faire le bilan de Souja, opération conjointe déployée dans l'est de la RDC pour lutter contre le mouvement armé Allied Democratic Force, en abrégé ADF, il y a presque 3 ans. Cette réunion des experts avait pour objectif de traduire sur le terrain les échanges qu'ont eus les 2 présidents il y a quelques semaines. En effet, le Congolais Félix Tshisekedi s'est rendu en Ouganda à la fin du mois d'octobre et il s'est longuement entretenu avec l'Ougandais Yoweri Museveni. Suite à cette rencontre au sommet, les experts des 2 pays se sont déjà réunis une première fois à Beni, dans l'est de la RDC, dans cette zone particulièrement touchée par les attaques des ADF. Mercredi, ces mêmes experts ont peaufiné leur feuille de route. Et c'est cette dernière qui a été présentée ce jeudi au chef d'état-major des forces armées de la RDC, à son homologue ougandais, tout comme à l'ambassadeur de Kampala à Kinshasa. Le calendrier est bien sûr important. Le 30 novembre, cela fera 3 ans que l'opération Souja a commencé pour mettre fin à la menace du groupe armé ADF. Pour l'occasion aussi, une délégation de parlementaires congolais est actuellement en Ouganda à Kampala. Pour les autorités militaires, le bilan est plutôt favorable. Du côté des analystes, c'est plus mitigé car ils évoquent régulièrement un déplacement plus en profondeur côté congolais des hommes armés en fonction justement des résultats sur le terrain de l'opération conjointe. Cette opération conjointe avait été lancée le 30 novembre 2021 pour mettre un terme à la menace du groupe armé ADF en Ituri et dans les environs de Beni. En 3 ans, les lignes de front se sont déplacées et les attaques des ADF ont visé un nombre important de civils congolais. L'Union européenne a annoncé jeudi avoir pour la première fois financé l'achat conjoint d'armes par les 27, dont la plupart en faveur de l'Ukraine. L'UE avait déjà financé des achats d'armes pour aider Kiev, mais en dehors de son budget grâce à un instrument financier ad hoc. La Commission européenne utilise pour la première fois le mécanisme EDIRPA mis en place à cause de la guerre en Ukraine, destiné à renforcer l'industrie de défense européenne à travers des marchés publics communs. C'est la première fois que nous utilisons le budget de l'Union européenne pour soutenir les États membres dans l'achat conjoint d'armes, a annoncé ce 14 novembre la vice-présidente de la Commission européenne, Margrethe Vestager. Les Européens ont déjà commencé depuis 2022 à acheter des armes en faveur de l'Ukraine et avaient lancé des projets spécifiques pour pouvoir le faire en commun et assurer une livraison continue de systèmes d'armement et de munitions. Mais à chaque fois, ils avaient dû trouver des mécanismes spécifiques pour le faire. En l'occurrence, 5 projets ont été sélectionnés, soit 3 000 millions d'euros de défense anti-aérienne, d'obus de 155 mm et des véhicules de transport de troupes à 6 roues motrices. Un signal fort envoyé à Washington. L'utilisation du budget courant de l'Union européenne envoie un signal politique fort, au moment où la poursuite du soutien des États-Unis est remise en question par l'arrivée prochaine de Donald Trump à la Maison-Blanche. Voir la Commission de l'Union européenne voir la Commission et l'Union européenne mettre la main dans des projets d'armement aurait été considéré comme impossible. Il y a encore 3 ans, et cette annonce prouve la détermination des Européens à prendre enfin leur défense en main. Après des années de sous-investissement dans la défense, les 2 tiers des alliés européens au sein de l'OTAN atteignent et dépassent le seuil de 2% des défenses militaires. La palme revenant au pays d'Alt et surtout à la Pologne, dont les dépenses militaires atteignent 4,12% de son PIB.
Le Premier ministre polonais Donald Tusk est d'ailleurs actuellement en première ligne d'une offensive diplomatique pour soutenir l'Ukraine et il pourrait s'appuyer sur la future chef de la diplomatie européenne, l'Estonienne Kaja Kallas, pour la construction d'une nouvelle posture politico-stratégique européenne qui permettrait de compenser la menace que la réélection de Donald Trump fait peser sur le maintien de la garantie de sécurité américaine. Une cour d'appel fédérale américaine a suspendu jeudi 14 novembre la procédure en cours contre Donald Trump pour rétention de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche à la demande du procureur spécial Jack Smith. Le procureur spécial avait effectué la semaine dernière la même démarche dans l'autre procédure fédérale qu'il a instruite à Washington contre l'ex-président pour tentative illégale d'inverser les résultats de l'élection de 2020 afin de donner à l'accusation le temps d'analyser la situation sans précédent créée par l'élection de Donald Trump. Dans les seconds dossiers en Floride sud-est, la juge Aileen Cannon a annulé la procédure le 15 juillet au motif que la nomination du procureur spécial dans cette affaire et le financement de ses travaux violait les sections de la Constitution portant sur les nominations et les dépenses. Jack Smith a fait appel de cette décision, mais il a demandé mercredi à la Cour d'appel de geler le calendrier puisque Donald Trump est devenu, depuis président élu, le temps d'analyser cette situation sans précédent et de déterminer la marche à suivre en conformité avec la politique du ministère de la Justice, utilisant les mêmes termes que dans l'autre dossier. Il précise là aussi qu'il présentera le résultat de ces délibérations d'ici au 2 décembre. Le ministère de la Justice a adopté depuis plus de 50 ans une politique consistant à ne pas poursuivre un président en exercice. La situation d'un candidat à la présidence poursuivi pénalement puis élu est inédite, mais la plupart des commentateurs juridiques s'attendent à une extension de cette politique. Au cas de Donald Trump, ce qui lui permettrait d'échapper aux poursuites fédérales jusqu'à la fin de son nouveau mandat. Dans cette affaire, l'une des 4 procédures pénales le visant, il lui était reproché d'avoir compromis la sécurité nationale en conservant dans sa résidence privée ses documents dont les plans militaires ou des informations sur les armes nucléaires après la fin de son mandat au lieu de les remettre aux archives nationales comme l'exige la loi. Il était également accusé d'avoir tenté de détruire des preuves. Les charges les plus lourdes étaient passibles de 10 ans de prison. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.